Bonjour, je vais évoquer avec vous la radiothérapie du rétinoblastome. C'est un paradoxe, car le rétinoblastome est une tumeur très radiosensible et régulièrement radiocurable. Mais elle survient sur un terrain particulièrement sensible aux effets secondaires tardifs des rayonnements ionisants en raison du jeune âge des enfants atteints de rétinoblastome, presque toujours inférieur à 4 ans, et même inférieur à 1 an pour les formes bilatérales. D'autre part, l'atteinte d'un rétinoblastome va prédisposer l'enfant au cancer secondaire et la radiothérapie va rajouter un risque supplémentaire, et ceci particulièrement pour les formes héréditaires. La radiothérapie va donc entraîner des séquelles systématiques par défaut de croissance des structures osseuses et des parties molles irradiées, d'autant plus que l'enfant aura été irradié plus jeune, avec en plus une cataracte et une sécheresse oculaire si l'œil irradié est en place, et un risque accru aléatoire de second cancer, qui sont surtout des sarcomes en territoire irradié, et ce risque peut atteindre 50% à 50 ans dans les rétinoblastomes héréditaires. 50 ans, ça permet très loin d'être, ça paraît être très loin, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'un enfant guéri d'un rétinoblastome à l'âge de 2 ans a une espérance de vie quasi normale et qu'il vivra bien plus de 50 ans. Donc tout est fait depuis des années pour limiter les indications de la radiothérapie orbitaire, en particulier dans les formes bilatérales. Alors quand on regarde la radiosensibilité des cancers de l'enfant selon les types tumoraux, on voit que pour le rétinoblastome, c'est la dernière ligne, avec une dose d'environ 45 Ray, on va détruire les résidus microscopiques dans pratiquement 100% des cas. 45 Ray à raison de 5 séances par semaine et en 5 semaines. Lorsque la tumeur est en place, il faut aller parfois jusqu'à 50 Gray pour obtenir la guérison et la destruction d'une tumeur macroscopique dans plus de 95% des cas. En France, actuellement, les indications de radiothérapie sont limitées à moins de 10% des cas. Alors, quels sont les volumes cibles et les doses nécessaires? Lorsque l'œil est en place, le volume cible est la rétine in toto et le vitré. La dose est de 45 Ray en 25 séances et 5 semaines par radiothérapie externe, de préférence par rayons X de 6 mégavolts. Les organes à risque sont le cristallin, la rétine, le nerf optique, la glande lacrymale, les tissus mous de l'orbite, les structures osseuses, le chiasma et l'hypophyse. Parfois, on pourra se contenter d'un volume cible limité, surtout dans les récidives locales, et si on a accès à des techniques particulières de curithérapie, de plaques d'iode 125 ou de ruthénium, et alors l'organe à risque est la rétine partielle. Après énucléation, et ce sont les principales indications actuelles de radiothérapie externe, le volume cible est la cavité orbitaire et la section du nerf optique. La dose est de 45 Ray en radiothérapie externe par des faisceaux d'électrons ou à défaut par cobalt ou par rayons X de 6 mégavolts, toujours en 25 séances et 5 semaines. Les organes à risque sont le chiasma, l'hypophyse et les structures osseuses. Alors les organes à risque chez le jeune enfant, tous les tissus sains sont des organes à risque et le risque de séquelles augmente progressivement avec la dose et les conséquences augmentent en fonction inverse de l'âge lors de la radiothérapie, d'autant plus importante que l'enfant est plus jeune au moment des radiations. Et le deuxième élément très important, c'est que ces séquelles ne vont se révéler complètement qu'après la fin de la croissance, donc quelquefois 15 à 20 ans après l'irradiation, c'est seulement à ce moment-là que l'on pourra apprécier exactement les conséquences de l'irradiation. Quant au risque de cancer secondaire, il apparaît pour une dose très faible et la fréquence du risque
augmente avec la dose. Donc les organes à risque après radiothérapie orbitaire, ce sont ceux qui sont marqués en rouge, le cartilage de croissance. Vous voyez que la dose de tolérance est faible, 10 Gray, et la conséquence va être une hypotrophie de l'orbite. Les muscles, les tissus sous-cutanés, la dose de tolérance de l'ordre de 20 Gray, et on va avoir une hypotrophie et une atrophie. L'hypophyse, à partir de 18-20 Gray, il y a un risque d'insuffisance d'hormones de croissance et à partir de 45 Gray, un risque de panhypopituitarisme. La rétine tolère de l'ordre de 45 à 50 Gray. Au-delà, le risque de rétinopathie atrophique augmente. Le cristallin très radiosensible, à partir de 5 Gray, voire moins, une cataracte peut apparaître. Et pour tout tissu, donc, le risque de cancer secondaire. Alors, quelles sont les indications actuelles de la radiothérapie externe? Elles sont, on l'a dit tout à l'heure, en diminution constante. Radiothérapie conservatrice sur un œil restant après énucléation du premier œil dans un rétinoblastome bilatéral. Elle ne se conçoit aujourd'hui qu'après échec des autres traitements locaux ophtalmologiques conservateurs ou en cas d'inaccessibilité à ces traitements conservateurs ou d'impossibilité de compliance, puisque ces traitements vont nécessiter des venues régulières dans l'équipe compétente. Donc les principales indications sont actuellement après énucléation, en cas de risque élevé de récidive locale, lorsqu'il y a constaté sur la pièce opératoire un envahissement extrascléral et ou un envahissement de la tranche de section du nerf optique. Il ne faut pas oublier non plus la radiothérapie palliative antalgique en cas de métastase ou d'évolution locorégionale. Alors, compte tenu du risque de séquelles graves, il faut tout faire pour réduire les indications de la radiothérapie externe grâce à un diagnostic précoce, et c'est la meilleure chance de ne pas avoir à irradier, et au développement des traitements conservateurs locaux sans radiothérapie externe, qui sont des traitements ophtalmologiques. Si on prend l'exemple de l'Institut Curie à Paris, qui est le centre de référence pour toute la France, et qui traite 50 à 60 cas de rétinoblastome par an, en 1980, 30 enfants avaient été irradiés. En 2006, 10 enfants irradiés. En 2008, 4. Et à partir de 2015, seulement un enfant irradié par an, avec toujours le même nombre de rétinoblastomes traités, 50 à 60 cas, et avec un taux de guérison qui est depuis une quinzaine d'années de 100%. Donc vous voyez on n'a pas obéré le taux de guérison et que l'on a réduit considérablement les indications de la radiothérapie et donc pour ces enfants le risque de séquelles tardives. Mais quand il faut quand même irradier, et c'est encore souvent le cas dans les pays à faible revenu, il faut tout faire pour réduire l'irradiation des tissus sains par une technique adaptée, avec des rayonnements adaptés, une assurance qualité, une dosimétrie précise, une immobilisation, une reproductibilité à chaque séance, puisque le traitement va s'étaler sur 5 semaines et 25 séances. En conclusion, la prise en charge d'un enfant avec rétinoblastome est urgente, rapidité d'évolution de la tumeur, et dès la suspicion de diagnostic, l'enfant doit être adressé à un ophtalmologiste. La prise en charge doit être pluridisciplinaire et ne s'improvise pas. Importance majeure d'un diagnostic précoce des signes révélateurs, le cocoristrabisme, par un personnel de santé, par un médecin généraliste, un pédiatre et un ophtalmologiste qui va confirmer la suspicion et adresser sans délai l'enfant à une équipe compétente formée dans un centre de référence qui va comporter toutes les compétences nécessaires à cette prise en charge, ophtalmologiste spécialement formé avec anesthésiste expérimenté, pédiatre formé à l'oncologie, radiologue, anatomopathologiste, radiothérapeute, généticien, sans oublier l'oculariste
car la confection de prothèses après énucléation est un élément très important de l'acceptation de la prise en charge. Et toute cette équipe partage des recommandations communes de prise en charge.